Alors maintenant, on va parler de réactions nucléaires en chaîne artificielles qu'on est capable de générer sur Terre aujourd'hui. Bon, on a découvert la radioactivité en 1896. On a découvert que l'uranium émettait des choses bizarres qui sortaient de l'uranium. On a appelé certaines de ces choses-là alpha, bêta. On ne savait pas trop c'était quoi. Henri Becquerel, qui a découvert ça, appelait ça des rayons uraniques qui sont émis par l'uranium. Quelques années plus tard, Marie Curie et Pierre Curie ont découvert qu'il n'y avait pas juste l'uranium qui émettait ces affaires-là, qui sortaient spontanément, qu'on pouvait détecter. Il y avait aussi le polonium et le radium, deux autres éléments qu'ils ont découverts. Donc, on ne pouvait plus vraiment appeler ça des rayons uraniques. Ils ont proposé d'appeler ça la radioactivité, le phénomène. Alors, c'est resté aujourd'hui, on appelle ça la radioactivité. Ensuite, on a découvert que ce qu'on appelait les rayons bêta, c'était des électrons. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait quelque chose de vraiment magique avec ces rayons-là qui étaient émis, parce que ces rayons-là emportaient de l'énergie. Et on pouvait calculer que, par exemple, le radium que Marie Curie et Pierre Curie avaient découvert, 1 gramme de radium, à chaque heure, ça émet 500 joules d'énergie. C'est beaucoup. Déjà, des réactions chimiques, bon, ça peut libérer un petit peu plus que ça. Par exemple, 1 gramme de sucre, ça peut libérer peut-être 4 kilocalories, donc peut-être 16 000 joules. Mais c'est tout, c'est une fois. Une fois que c'est fait, il n'y a plus d'énergie disponible. Là, le gramme, lui, à chaque heure, il émet 500 joules. Fait qu'au bout d'un peu plus qu'une journée, il a émis autant d'énergie qu'il y avait dans le sucre, puis il continue. Il continue, puis on dirait qu'il ne s'épuise jamais. Bon, aujourd'hui, on sait que ça finit par se désintégrer, mais on ne voyait pas vraiment de déclin parce que c'est très, très lent. On s'est rendu compte, donc, à partir de 1901, qu'il y a une source d'énergie incroyable dans les noyaux atomiques. Enfin, on ne savait même pas que le noyau existait à l'époque. Donc, au niveau atomique, il y a quelque chose, un nouveau type d'énergie vraiment incroyable. D'ailleurs, Rutherford s'est rendu compte que le fait que la Terre est très chaude à l'intérieur, c'est probablement une conséquence de toutes les désintégrations radioactives à l'intérieur de la Terre. Alors, après qu'on ait compris que ce qu'on appelait les rayonnements alpha, c'était des noyaux d'hélium, Rutherford a fait une expérience célèbre, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il a envoyé des particules alpha sur une feuille d'or. Il s'est rendu compte qu'une fois de temps en temps, les particules alpha rebondissaient. Le plus souvent, ils passaient à travers. Puis c'était parce qu'il y avait un noyau solide, un noyau vraiment dense au centre qui chargeait positivement. Donc, on a découvert le noyau atomique. Ensuite, en bombardant des particules alpha sur du beryllium, on a vu qu'il y avait des particules neutres qui étaient éjectées. On a appelé ça des neutrons. Puis on s'est dit, il y a sûrement des neutrons dans les noyaux, puis des particules positives. Donc, tranquillement, on a eu notre image de c'est quoi un atome. Et en 1933, le 12 septembre, il y a un jeune physicien qui s'appelait Leo Szilard, un moment important de l'histoire de la physique nucléaire. Il avait entendu parler que Rutherford, qui était célèbre, qui avait fait plein de découvertes précédemment sur l'atome, avait donné une conférence en disant les gens qui disent que l'énergie des atomes, on va pouvoir faire quelque chose avec un jour. On va pouvoir avoir un réacteur super puissant ou bien avoir une bombe. Bien, le problème, c'est qu'on ne peut pas la contrôler. Elle sort tranquillement, cette énergie-là, mais il n'y a pas vraiment moyen de la faire sortir plus rapidement. L'énergie chimique, on peut accélérer la réaction. Par exemple, ça existe une réaction en chaîne chimique. Le feu, par exemple, un feu de forêt, c'est une réaction en chaîne chimique. On part avec l'allumette, puis là, ça fait un petit feu, qui en fait encore d'autres, qui en fait encore d'autres, puis ça grossit. Mais il n'avait pas pensé à ça, Rutherford, fait qu'il s'est dit, d'après moi, c'est intéressant qu'il y ait de l'énergie qui sort du radium, par exemple, mais il en existe juste des très petites quantités, puis ça ne changera pas le monde. Puis Szilard, il a eu une idée. Il s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, vu que là, on venait de découvrir le neutron, il s'est dit peut-être qu'un neutron, ça peut frapper un autre noyau puis créer une réaction. Fait qu'il a eu une idée d'une réaction en chaîne. Il ne savait pas encore trop comment, parce qu'on n'avait même pas encore découvert la fission de l'uranium, mais il s'est dit, il a eu cette idée-là en disant, il me semble qu'il y a quelque chose avec ça. Et justement, quelques années plus tard, on a découvert que quand on lance des neutrons sur de l'uranium, on le brise. Non seulement ça, on a découvert que ça faisait des fragments puis ça émettait d'autres neutrons. Mais Szilard, lui, tout de suite, il avait vu qu'il avait déjà eu l'idée, il s'est dit, ça y est,
voici un dispositif qui pourrait créer une réaction en chaîne. Ce n'est pas sûr que ça va avoir lieu, il faudrait le vérifier expérimentalement, mais il s'est dit, il y a au moins une chance qu'il y ait une réaction en chaîne. Et là, il savait que la guerre s'en venait. Il avait d'ailleurs quitté l'Europe à cause d'Hitler. Il y avait d'autres physiciens qui avaient quitté l'Europe. Il était ami avec Albert Einstein, qui était un physicien allemand, mais qui était rendu maintenant aux États-Unis. Et vu qu'il était très célèbre, Einstein, à l'époque, il avait déjà fait ses découvertes en relativité, il est allé le voir, puis il a dit il faudrait écrire au président des États-Unis en lui expliquant qu'en faisant une réaction en chaîne avec l'uranium, on pourrait peut-être libérer des quantités incroyables d'énergie, puis ça pourrait même être dangereux, on pourrait en faire des bombes. Puis il faudrait absolument qu'on ait, s'il y a une bombe qui est possible, qu'on en fasse une avant les Allemands. Donc, Albert Einstein a écrit une lettre au président des États-Unis. Mais vous voyez, il a écrit le 2 août, puis ça a été reçu par le président. En fait, ça a été. Le président en a pris connaissance le 11 octobre. Mais à ce moment-là, le président a pris ça au sérieux, a commencé à faire une commission pour étudier la possibilité de produire de l'énergie avec de l'uranium. Et justement, la Deuxième Guerre mondiale commence. Alors, c'est comme arrangé dans les films. Là, tout d'un coup, il va y avoir un conflit, puis là, cette nouvelle source d'énergie, est-ce qu'elle va jouer un rôle dans l'histoire du conflit? Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que oui. Donc, l'année suivante, en 1940, la guerre vient de commencer. On se dit, l'uranium, est-ce qu'on peut faire une réaction en chaîne dedans? Puis on sait qu'il y a de l'uranium 235 puis 238. Puis on a des raisons théoriques de croire que si un noyau a un nombre impair de nucléons, enfin un nombre impair de neutrons, comme c'est le cas pour l'uranium 235, il y a plus de chances d'être pas heureux, parce que les atomes aiment ça avoir un nombre pair de neutrons et de protons. La plupart des noyaux stables sont comme ça. Lui, il est instable, mais il est peut-être encore plus instable parce qu'il y a un nombre impair de neutrons. Alors peut-être qu'il serait juste correct pour une réaction en chaîne. Puis on avait des doutes que l'uranium 238, ce serait moins évident. Le problème, c'est qu'ils étaient mélangés. Comment on fait pour séparer des atomes? Le spectromètre de masse. On chauffe des atomes, on les envoie, des ions, on les envoie dans un champ magnétique, puis leur rayon de courbure est différent dépendamment de leur masse, puis on peut comme ça séparer les différents ions. Alors, c'est très long, et puis il faut y aller vraiment à un atome à la fois. Mais si on le fait assez longtemps, donc Alfred Nair, il était un spécialiste du spectromètre de masse. Un physicien de Dunning lui a demandé peux-tu me séparer l'uranium 238 du 235? Alors, il a réussi à le faire. Ça lui a pris plusieurs jours avec ses étudiants. Et puis, éventuellement, il y a eu un petit échantillon d'uranium 235. Il l'a mis dans une enveloppe, puis il a envoyé la poudre d'uranium 235. Il l'a envoyé par la poste à Dunning, qui l'a reçu vraiment rapidement. Et Dunning a confirmé que ça faisait des réactions en chaîne, puis ça libérait plus de neutrons si on le concentrait. Donc, c'était très minime comme effet, mais il venait de montrer que c'est possible d'avoir une réaction nucléaire en chaîne dans l'uranium. Peut-être que ça n'aurait pas été possible. On pourrait imaginer qu'on vivrait dans un univers où aucun atome est correct pour faire une réaction en chaîne. Bon, ce serait peut-être mieux si on voit qu'est-ce qu'on a fait avec. Mais ce n'est pas le cas. Ça marche pour l'uranium 235. En fait, à cette époque-là, on commence aussi à produire d'autres éléments avec des collisions dans un cyclotron, où on accélère des particules puis on fait frapper des cibles. Et on est capable comme ça de produire un nouvel élément qu'on appelle le plutonium, qui a 94 protons au lieu de 92 pour l'uranium. On est rendu dans les microgrammes. Mais le plutonium puis l'uranium 235, ça va être nos joueurs ici, dans la suite. Parce qu'on s'est rendu compte que le plutonium 239, il est capable aussi de faire une réaction en chaîne. Et éventuellement, les Américains rentrent dans la Deuxième Guerre mondiale quand ils sont attaqués par les Japonais à Pearl Harbor. On rebaptise tout cet effort-là le projet Manhattan. Vous avez déjà entendu parler du terme. Et le 2 décembre 1942, absolument incroyable comme expérience, en fait comme construction, on construit le premier réacteur nucléaire qui est capable de faire une réaction en chaîne contrôlée. On ne veut pas que ça explose, on veut que ce soit contrôlé. Ça a été fait à Chicago. Alors, c'était une pile, on empilait des blocs. C'était vraiment comme, ils étaient juste posés un sur l'autre, même pas collés, là. On avait des blocs de carbone, donc de graphite, qui jouent le rôle de modérateur. On a besoin d'un modérateur qui n'absorbe pas les neutrons, qui fait juste les ralentir pour qu'ils soient plus faciles à être capturés par d'autres atomes d'uranium. Alors, on alterne des rangées de blocs de graphite, puis des rangées de blocs
d'uranium. Puis comme ça, on construit ça. Puis Fermi, qui supervisait tout ça, avait fait un calcul que quand on arriverait à empiler peut-être 70 couches comme ça, carbone, uranium, on aurait éventuellement assez d'uranium ensemble pour atteindre la masse critique, pour que le neutron ait plus qu'une chance, chaque réaction produise plus qu'une autre réaction dans l'ensemble. Et comment on pourrait le savoir? Il a mis un détecteur de neutrons à l'intérieur, qui était relié avec un fil pour suivre l'évolution du nombre de neutrons. Et il disait, c'est pas dangereux, je vais juste mettre des couches supplémentaires jusqu'à que tout d'un coup, le signal de neutrons monte en flèche. Ça montre que j'ai atteint la réaction. Puis là, pour éviter que ça devienne catastrophique, en fait, il y avait en plus de rentrer dans les blocs, il y a des trous, il rentrait des tiges d'un métal qui absorbe les neutrons, ce qui faisait que c'était tout contrôlé. Ensuite, il pouvait sortir les tiges, voir si ça marchait. Sinon, il remettait les tiges. Il rajoutait une couche d'uranium. Il ressortait les tiges. Est-ce que ça marche? Pas encore. Puis, il a proposé ça à l'armée. Fait que l'armée a dit on va faire ça dans une base militaire, mais ils ont dit ça va prendre du temps à trouver la base. Puis il y avait toutes sortes de cafouillis. Puis Fermi travaillait à l'Université de Chicago. Fait qu'il s'est dit à l'Université de Chicago, on a un gymnase là, en dessous des stands de football. Il y a des gymnases qui ne servent plus. On va la faire dedans. L'armée n'était pas trop sûre, mais Fermi a dit non, je sais ce que je fais là. Je suis physicien, tout va bien. Je suis un professionnel, je sais exactement ce que je fais. Pas besoin d'avoir peur, ça n'explosera pas. Je vais juste le faire fonctionner à faible puissance. Et puis, ça a marché, mais c'est stressant. Il y avait des cours là, autour à l'université. C'était le 2 décembre, donc la session n'était pas finie. Et puis, il a fait fonctionner comme ça les réacteurs. Il a fonctionné à une fraction de watts pendant 2-3 minutes, juste pour dire qu'il y avait une réaction en chaîne, qu'on mesurait avec un nombre incroyable de neutrons produits. Juste pour être sûr, il y avait des jeunes physiciens, probablement des étudiants gradués, qui étaient sur le réacteur, puis avec des réservoirs remplis d'un liquide qui absorbe les neutrons, qui étaient prêts à lancer ça dans le réacteur au cas où ça créerait une catastrophe. Heureusement, ils n'ont pas eu besoin de ça. Mais le lendemain, Fermi est revenu avec moins de monde, puis ils ont monté le réacteur jusqu'à 200 watts pendant plusieurs minutes. Puis là, il y a eu tellement de neutrons produits que tous les détecteurs de radioactivité sont partis. Fait que là, on dit OK, on se calme, là, on l'arrête, on remet les barres. Et il y avait comme ça réussi à créer une réaction nucléaire en chaîne contrôlée. Donc, ça a été un événement important pour la suite du projet Manhattan. Et puis, ça a amené justement à ce qu'on fasse un laboratoire secret à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où là, on a commencé à élaborer vraiment pour de vrai la construction de la bombe nucléaire. Donc, le réacteur de Fermi, lui, était fait avec de l'uranium ordinaire, avec juste 0,7 d'uranium 235, mais pour que ça marche, il fallait vraiment qu'il y ait du graphite autour qui ralentisse les neutrons, puis du graphite très pur pour pas qu'il y ait des impuretés qui absorbent les neutrons. Ça a été vraiment limite. Et c'est faisable, donc, d'avoir un réacteur comme ça avec de l'uranium naturel, mais ce serait mieux si on pouvait concentrer l'uranium 235 pour qu'au lieu qu'il y en ait juste 0,7 si on pouvait ramener ça à 3, 4 10 ou même aujourd'hui, dans les bombes nucléaires, on a de l'uranium 235 enrichi à 90 On réussit à juste concentrer l'uranium 235 ensemble. Là, ça fait des super belles réactions en chaîne. C'était une option, mais c'est compliqué. On avait réussi à le faire avec un spectromètre de masse, avec un champ magnétique, séparer les éléments quand ils courbent, mais ce n'est pas évident. Donc, c'était une option. Puis, on s'est rendu compte que l'autre option, c'était si on réussissait à faire un réacteur nucléaire de base avec de l'uranium ordinaire, quand le réacteur fonctionne, l'uranium 235 qui émet des neutrons, quand ça frappe l'uranium 238, ça le transforme en plutonium. Et là, on pourrait extraire le plutonium et là, on aurait une réaction en chaîne possible puis une bombe possible. Fait que soit on concentre l'uranium 235 ou on se sert d'un réacteur nucléaire pour créer du plutonium. C'était les deux options. Alors, les deux options ont été faites. Donc, on a construit un réacteur vraiment beaucoup plus gros que le réacteur de Fermi à Chicago. Vous voyez l'image ici, pour que dans le réacteur, l'uranium 238 reçoive des neutrons en provenance de l'uranium 235 et se transforme d'abord en uranium 239, ensuite une petite passe de neptunium 239, puis rapidement, on arrive au plutonium 239.
Donc, ça, c'est une possibilité. Puis, vous allez dire, ben, rendu là, on est mal pris. Le plutonium-239 est mélangé à l'uranium. Oui, mais c'est un élément chimique différent. Un élément chimique différent, ça réagit différemment aux produits chimiques. On peut le séparer chimiquement. Tandis que l'uranium-235 puis l'uranium-238, c'est la même chimie. C'est pour ça qu'ils sont durs à séparer. Donc, il n'y avait pas de facile, mais on s'est dit les deux options en valent la peine. Pendant ce temps-là, donc, on commençait à créer du plutonium dans le réacteur X10. Donc, vous voyez ici, là, c'était quand même assez grand. Les ouvriers étaient pouvaient rentrer des barres de contrôle ou les sortir. Et ils étaient comme pour les laveurs de vitres, là, ça montait puis ça descendait. Donc, avec ça, on a réussi à créer une réaction nucléaire contrôlée et à commencer à produire du plutonium. Pendant ce temps-là, on a construit une usine aussi pour séparer l'uranium-235 de l'uranium-238 avec un spectromètre de masse. Mais on a fait un grand nombre de spectromètres de masse géants qu'on a appelés des calutrons. Et on a construit une usine qui employait des dizaines de milliers de personnes, puis qui avait une centrale électrique qui était dédiée juste à l'usine, qui produisait autant d'électricité que pour une ville de taille moyenne. Donc, ça a coûté une fortune faire ça. Vous voyez ici, il y avait c'était des femmes qui étaient engagées pour être opératrices, vu que les hommes étaient partis à la guerre. Les femmes étaient de plus en plus sollicitées pour l'effort de guerre. Donc, vous voyez, chaque opératrice est devant ses contrôles. En arrière, il y a le calutron qui est en train de séparer les isotopes d'uranium. D'abord, vu qu'il fallait travailler en secret, là, on ne fallait pas dire qu'est-ce qu'on faisait. Il faisait passer des tests. Là, vous voyez, il montrait une photo comme ça avec un test de détecteur de mensonges pour être sûr que ce n'était pas des espions soviétiques qui voulaient voler les secrets des États-Unis. On voit comme ça les ouvrières sortir de l'usine après une journée de travail. Puis c'était 24 heures par jour. Les shifts se suivaient là, pour produire. Très rapidement, on a réussi à produire beaucoup d'uranium, assez pour faire une bombe. Et pendant ce temps-là, on avait un nouveau réacteur qui produit du plutonium de manière vraiment, j'allais dire de manière industrielle, mais on était quand même rendu juste à quelques kilogrammes de plutonium. Mais c'était mieux que 28 microgrammes 3 ans avant. En fait, on est passé de pas de plutonium sur Terre à essentiellement assez de plutonium pour faire des bombes en quelques années. Tous ces matériaux-là se sont retrouvés à Los Alamos pour construire les bombes. Et là, la guerre est finie. Les nazis ont capitulé. Alors, c'était une grosse motivation de faire ça rapidement pour battre les nazis parce que les gens savaient qu'il y avait beaucoup de physiciens qui étaient restés, qui étaient contrôlés par Hitler et qu'eux avaient les mêmes idées probablement sur la physique nucléaire, donc pourraient construire des bombes et il ne fallait absolument pas que les nazis aient des bombes. Quand les nazis ont capitulé, on s'est rendu compte que l'industrie, en fait, l'effort nucléaire des Allemands n'était vraiment pas rendu loin. Ils avaient un prototype comme ça avec des cubes d'uranium pendus un à côté de l'autre, puis ils essayaient de voir s'ils ne pouvaient pas produire une réaction en chaîne. En fait, quand les physiciens allemands se sont rendus aux Alliés, ils ont été débriefés, puis ils leur ont demandé, étiez-vous en train de construire une bombe nucléaire? Mais il y en a qui ont dit, non, on faisait exprès d'ailleurs. Il y en a qui ont dit, réellement, on a fait exprès de jouer comme au niaiseux, là, de dire, oh, non, on ne sait pas trop comment faire. Oh, on va prendre ça par des cordes, comme ça. De faire quelque chose qu'on savait qui ne marcherait pas parce qu'il y en a qui disaient, on ne voulait absolument pas que Hitler ait la bombe nucléaire. Ça aurait été comme la fin de l'humanité. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste qu'ils disaient ça pour bien paraître maintenant qu'ils avaient perdu la guerre? On ne le saura jamais, mais mettons que les Allemands n'étaient pas vraiment sur le point de faire une bombe nucléaire quand ils ont capitulé. Donc, on pourrait dire, bon, ça y est, c'est la fin de l'histoire, donc on n'a pas eu besoin de faire de bombes nucléaires, mais non, la guerre n'était pas finie. Les Japonais étaient encore en guerre contre les États-Unis. Les États-Unis leur en voulaient à cause de Pearl Harbor. Et en plus, la guerre traînait en longueur. Les Japonais ne voulaient vraiment pas, même s'ils voyaient qu'ils étaient en train de perdre, ils étaient bons pour beaucoup d'autres années ensuite. Et les Américains se sont dit, non, on continue l'effort pour arriver aux bombes nucléaires. Donc, c'était compliqué. Il fallait essayer de trouver une façon d'avoir des morceaux d'uranium puis de plutonium, mais de les mettre en petits morceaux qui n'ont pas la masse critique.
Puis ensuite, au dernier moment dans la bombe, on les combine ensemble, peut-être en comprimant la bombe avec une explosion ordinaire. On comprime le matériel radioactif pour que ça devienne une masse critique puis que ça explose. Je voulais vous montrer cette photo-là parce que ça n'a quasiment pas l'air vrai. Ça a l'air genre un film amateur avec du monde qui sont habillés en sarrau puis qui font semblant de faire une expérience scientifique. Non, c'est un vrai épisode du projet Manhattan où on a comme ça du matériel radioactif qu'ils essayent de transporter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire après. Ensuite, ils vont aller le prendre dans leurs bras parce que là, ils restent assez loin pour ne pas se faire irradier. En tout cas, il s'est passé plein d'affaires, puis il y en a sûrement du monde qui ont été irradiés puis qui sont morts peut-être de cancer plus tard. Mais c'est sûr que ça ne doit pas faire trop de bien là, de manipuler comme ça du matériel radioactif. Le but, donc, c'était d'arriver à la masse critique. Alors, c'est surprenant comment c'est petit. Pour de l'uranium-235 pur, si vous réussissiez à faire une sphère de 52 kg d'uranium, puis vu que l'uranium est très, très dense, ce serait une sphère juste de 17 cm de diamètre. Bien, cette sphère-là, chaque désintégration ferait plus qu'une désintégration, puis ça ferait une exponentielle, puis ça explose. Pour le plutonium-239, c'est encore plus petit. Juste 10 kg de plutonium-239. La grosseur d'une balle, une petite balle, 10 cm de diamètre, c'est assez pour atteindre la masse critique. Alors, on a construit comme ça, par exemple, des boules de plutonium qui étaient plus petites que la masse critique. Puis, pour les rendre critiques au laboratoire, ben, ce qu'on faisait comme expérience, on ne voulait pas qu'ils se rendent critiques puis exploser, mais on voulait juste tester, voir s'ils étaient bien sur le bord de devenir critiques. On pouvait mettre un capuchon dessus. On prend une boule plus petite que la masse critique, mais on met autour quelque chose qui réfléchit les neutrons. Donc, ça force les neutrons à rester dans la boule puis à faire la réaction en chaîne. Alors, on pouvait comme ça descendre le capuchon sur l'autre boule et il ne fallait pas le mettre au complet. Dès qu'on le mettait si on le mettait au complet, ça explosait. Mais en descendant avec un tournevis puis un détecteur de neutrons, on pouvait comme ça dire « Ah, ça monte. » Puis là, oh, OK. Donc, c'est super dangereux faire ça, là. On va voir d'ailleurs, ça a mal tourné, on va en parler tantôt. Mais on était donc comme ça, on a réussi à construire des masses sous-critiques de plutonium puis d'uranium, puis ensuite trouver une façon de les combiner. Alors, une idée qu'ils ont eue, c'était d'avoir, pour l'uranium, ils se sont dit, ça va bien marcher comme ça, on va faire un cylindre d'uranium qui est plus petit que la masse critique. On va faire aussi un cylindre creux d'uranium qui est aussi plus petit que la masse critique. Mais quand on va rentrer le cylindre creux autour du cylindre, ça va faire un cylindre plus gros qui va être plus que la masse critique, puis là, ça va exploser. Pour le rentrer, on a juste à mettre un petit pétard en arrière qui fait juste pousser un cylindre sur l'autre, et ça y est, on a une bombe nucléaire. L'autre option, ce serait de mettre plusieurs morceaux de matériaux radioactifs. On s'est rendu compte que pour le plutonium, ça marchait mieux de même. Puis, avec des petites explosions, tous ces morceaux-là, ici, on voit l'animation, tous les morceaux explosent et sont poussés vers le centre de la bombe. Et là, ça dépasse la masse critique et ça explose. Fait que les deux types de bombes ont été construits. Une bombe comme ça, qu'on appelle plus comme un fusil avec de l'uranium, puis une bombe plus implosion avec du plutonium. Celle avec le plutonium a été prête en premier. Fait que la première bombe qui a été prête, ça a été celle-là. Alors, à l'intérieur de tout ça, vous avez là, les morceaux d'uranium, de plutonium qui sont prêts à être mis ensemble. Et on a fait le test le 16 juillet 1945. On a monté, on l'appelait Gadget, la petite boule. On l'a monté en haut d'une tour, comme ça. Le monde s'est éloigné de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a déclenché la bombe et ça a fait une boule de feu de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Et on s'est rendu compte que ça avait produit autant d'énergie que 21 kilotonnes de dynamite. 21 000 tonnes de dynamite. Pourtant, le plutonium à l'intérieur, c'était juste une dizaine de kilogrammes de plutonium. Donc, c'est incroyable le rendement de ça. Et la guerre finissait pas, fait que le gouvernement américain a décidé qu'on y allait. Donc, le 6 août 1945, on a lancé le modèle à l'uranium. On l'a lancé sur Hiroshima, une ville japonaise, direct sur le centre-ville. Il y a du monde qui avait dit, ben voyons donc, envoyons-les en campagne, comme ça le monde va voir la destruction, puis ils vont capituler. Mais non, ils insistaient de faire une démonstration là, pour finir la guerre le plus rapidement possible. Donc, ils l'ont envoyé. C'était une autre époque. Hein, il y a encore du monde comme ça aujourd'hui là, qui
carbure à la destruction puis à la guerre. Là, mais le pilote, il était super fier d'aller comme ça lancer la bombe sur Hiroshima. D'ailleurs, il a nommé l'avion, il a écrit avant de partir sur l'avion, Enola Gay, c'était le nom de sa mère. Donc, il a nommé son avion en l'honneur de sa mère. Elle est chanceuse, la madame, hein, de dire hey, mon fils est allé comme détruire la première fois qu'on détruit une ville d'un seul coup avec une bombe, puis tu as mis mon nom sur l'avion. Ah, je suis tellement fier. Ouais, bizarre. L'explosion, ça a été assez spectaculairement horrible. Ça a pulvérisé une région comme ça là, qui avait un peu plus qu'un kilomètre de rayon. Et ça a brisé les vitres jusqu'à 4 km de rayon à peu près. Et à l'intérieur de ça, c'était quand même tout le centre-ville. La boule de feu a mis le feu aux maisons. Et globalement, il y a eu peut-être 50 ou 60 000 morts d'un seul coup, instantanément. Puis un autre 50 ou 60 000 morts dans les jours qui suivent. Ils sont morts de leur brûlure ou de l'exposition à la radiation, qui était quand même limitée. Là. Il y a les gens qui étaient un petit peu à l'extérieur ont eu un petit peu de radiation, mais pas trop. Mais regardez ce que ça a fait à la ville. La ville a été pas mal construite en bois. Donc, il restait quelques buildings en béton qui avaient survécu. Mais la destruction était quand même assez complète. Vous voyez ici la ville avant l'explosion. Après l'explosion, ben là, c'est pas mal tout rasé. Puis aujourd'hui, la ville est revenue. Le monde habite là. La radioactivité est pareille que dans la nature normale. Là. Il n'y a pas vraiment de radioactivité résiduelle dangereuse. Mais ça vous montre l'ampleur de la catastrophe. Ici, on le voit plus. Regardez, là, ça, c'est. La bombe a explosé à peu près ici. Donc, ça, c'est la moitié de la zone de destruction. Puis, vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a à la place, là, les buildings, on voit les buildings. Fait que c'est quand même assez impressionnant qu'une seule bombe, qui est à peine plus grosse qu'une petite voiture, là, en fait plus petite, comme une mini voiture, là, soit capable de détruire une ville, au moins un centre-ville au complet comme ça. Et 3 jours plus tard, on a lancé une deuxième bombe sur Nagasaki. Et là, les Japonais ont capitulé. Il y en a beaucoup qui disent mais pourquoi on n'a pas attendu un peu plus longtemps avant de lancer la deuxième bombe? Il y en a qui sont un petit peu, pour être un peu cyniques, qui disent cette bombe-là, c'était le modèle au plutonium. Puis l'autre bombe, c'était le modèle à l'uranium. Vu qu'il y avait eu 2 équipes qui avaient travaillé chacune sur leur bombe, c'était pour faire plaisir aux 2 équipes qu'on s'est dit vous allez à chacune avoir votre ville détruite. Bon, ça a quand même pris 6 jours avant qu'ils capitulent, mais le Japon a capitulé. Et donc, là, la Deuxième Guerre mondiale était finie pour de bon. OK, fait que là, vous pouvez vous dire, donc, ça a été la fin, pas besoin d'aller plus loin, la guerre est finie, on s'est rendu compte que c'est horrible de faire ça, donc on ne devrait pas continuer. Imaginez la réaction aujourd'hui, s'il y avait un acte de guerre comme ça qui pulvérisait une ville au complet instantanément. La réaction des gens dans le monde. Mais en 1945, c'était une autre époque. Une ville détruite, là, ce n'était pas les premières qui se faisaient détruire. Là, c'était spectaculaire parce que c'était une bombe qui l'avait fait instantanément. Mais l'année d'avant, en 1944, à Varsovie, la capitale de la Pologne, qui était sous contrôle des nazis, des Allemands, il y a eu un soulèvement contre les nazis avec plusieurs soldats nazis tués. Puis Hitler l'a pris personnel. Puis Hitler a ordonné qu'on rase Varsovie, qu'on détruise Varsovie systématiquement. Les Allemands arrivaient, puis ils mettaient des bombes partout, puis ils ont commencé par faire sauter les églises, les bâtiments officiels, le palais royal, puis ils ont ensuite systématiquement détruit une grosse partie de la ville. Bon, il n'y a pas eu de mort directement parce qu'ils étaient déjà évacués, mais il y avait déjà, dans les semaines précédentes, il y avait eu 200 000 personnes à Varsovie qui étaient mortes, là. Donc, globalement, ce n'était pas différent trop de ce qui était arrivé à Hiroshima. En plus, le pire, c'est que c'est vers la fin de la guerre. Hitler savait qu'il était en train de perdre. Mais il disait, c'est pas grave, là, on va détruire Varsovie juste parce qu'on n'aime pas les Polonais. D'ailleurs, il avait dit même, une fois qu'on l'aura détruite, on va creuser tout ça puis on va faire un lac artificiel. Non, il était vraiment convaincu, là, vraiment à fond qu'il fallait détruire Varsovie. Les Alliés, même si la guerre quand même s'étirait puis ils avaient hâte que ça finisse, fait qu'ils ont pris une ville comme ça, un peu au hasard en Allemagne, puis ils ont décidé de la détruire. Donc, on a envoyé des centaines d'avions avec des bombes incendiaires et on a comme littéralement détruit le centre-ville d'une ville. On fait 20 000 morts à Dresde en février 1945 en dedans de 2 jours.
Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de bombes nucléaires pour détruire une ville au complet. Les Américains, quelques mois avant Hiroshima, avaient détruit un quart de Tokyo. Il y avait toute une région, tout un secteur de Tokyo. Ils l'avaient bombardé systématiquement pendant une nuit avec des avions, avec des centaines d'avions, des milliers de bombes, puis des bombes incendiaires qui mettent le feu. Ça avait mis le feu à toute la ville. Personne, le monde ne pouvait pas se sauver. Il était resté juste certains bâtiments. Et ça avait fait 100 000 morts en une nuit. En fait, on pense que c'est peut-être la journée la plus meurtrière de l'histoire de la guerre. C'est le bombardement de Tokyo. Ça a peut-être fait plus de morts en quelques heures que le bombardement de Hiroshima. Peut-être qu'à long terme, Hiroshima a dépassé légèrement. Fait que vous voyez que le monde n'était pas si... bon, il trouvait que c'était quand même spectaculaire, les bombes atomiques, mais c'était dans le même ordre de grandeur de ce qu'on pouvait faire avec des techniques non nucléaires. Donc, ça n'avait pas l'air d'énerver trop l'opinion publique. On trouvait ça bien correct. D'ailleurs, il restait comme ça des masses de plutonium qui traînaient comme ça. On continuait à faire des tests dessus. La guerre était finie, c'est complètement absurde. Il y a eu deux personnes qui sont mortes, deux physiciens qui sont morts avec le même cœur, on l'a appelé le Demon Core. C'est une boule de plutonium comme ça qu'on n'avait pas encore utilisée. Elle était, là, ce n'est pas les vraies photos, là, ça, on a refait la situation là, pour des fins comme plus historiques, là, comme des fois dans les documentaires quand ils refont une scène célèbre. Là. Alors ici, l'idée, c'est qu'on a une boule d'uranium, puis on a le chapeau comme ça. Et puis, Harry Daghlian, lui, il était en train de faire des mesures sur la boule, puis il est tombé dessus une brique qui réfléchit les neutrons. Puis cette brique-là, quand la brique est tombée dessus, ça a créé une réaction en chaîne juste à l'endroit du contact, parce que ça faisait réfléchir les neutrons. Puis là, ça s'est mis à briller bleu. Il a senti comme une bouffée de chaleur, parce que c'est tous les neutrons qui traversaient son corps et qui étaient en train de désintégrer ses cellules. Il a eu le temps d'enlever la brique, mais il est mort quelques jours plus tard. Une mort horrible, là, parce que quand tu es irradié, tu ne meurs pas sur le coup, c'est juste que tes cellules sont détruites de l'intérieur. Puis éventuellement, elles arrêtent de se reproduire. Donc, tu te liquéfies tranquillement. Tous tes organes internes se liquéfient. Donc, ça prend 4, 5, 6 jours, une semaine. Fait que ça, c'était déjà particulièrement horrible. Mais Louis Slotin, c'est encore pire. Lui, il aimait ça avec le tournevis, juste s'amuser à descendre, monter la boule pour voir les neutrons augmenter puis diminuer. Et puis, il faisait des démonstrations aux gens qui venaient en disant « Regarde, c'est sur le point d'exploser. » Puis en faisant ça une journée, là, juste comme ça pour le fun, le tournevis a lâché, le couvercle a tombé complètement. Ça s'est mis à briller bleu, tellement il y avait d'énergie de libérer. Il a senti une bouffée de chaleur. Il a juste eu le temps d'enlever le chapeau et il est mort une semaine plus tard, liquéfié de l'intérieur. Heureusement, les autres avec qui il faisait la démonstration ont été protégés par son corps. Il a absorbé plus de radiation, mais les autres se sont trouvés à l'hôpital, ont survécu. Il y en a qui ont vécu 30-40 ans après. Là. Donc, l'idée, c'est que notre corps est quand même capable de se réparer contre la radioactivité quand on n'est pas trop irradié d'un seul coup. Mais c'est absolument absurde ce qui s'est passé avec cette boule maléfique. La guerre est finie, donc on arrête. Puis en plus, on voit que c'est dangereux, donc on devrait arrêter tout ça. Bien sûr que non, parce que c'est la guerre froide maintenant, Américains contre Soviétiques. Alors, les Américains ont contrôle de plein de villes dans le Pacifique, incluant des atolls comme ça aux îles Marshall. Des atolls qui étaient habités. Il y avait des populations locales là, qui habitaient là et puis qui ont été déportés de force sur d'autres atolls plus loin pour libérer complètement 2 atolls pour dire ça y est, ils vont passer au cash, on va tester nos bombes nucléaires dans le futur sur ces 2 atolls-là. En particulier, un an après la fin de la guerre, à Bikini, on a fait exploser une bombe nucléaire pareille que celle de Nagasaki, au plutonium, mais on l'a mis sous l'eau. Puis on a mis des bateaux qui avaient été capturés de l'ennemi, qui étaient vides, il n'y avait personne à bord, ou des bateaux américains qui étaient brisés aussi. Là, donc, on a fait comme une sorte de cimetière de bateaux. Et on a fait exploser en dessous, on appelait ça Helen of Bikini, le nom de la bombe. On donnait des petits noms comme ça aux bombes. Et c'est quand même, c'est une des explosions les plus photogéniques, si on peut appeler ça de même. Et donc, c'est ça. Donc, ils voulaient voir l'effet sur les bateaux de l'explosion. Alors, ils ont été un peu déçus. Certains bateaux ont coulé, d'autres non. Ils pensaient qu'il y aurait eu un plus gros tsunami. Fait que, bon, ils disaient,
Pas pire, mais ils se sont dit, ben, on va juste essayer de faire des bombes plus grosses. C'est pas encore assez gros, ça, comme bombe. En passant, c'est une petite histoire un peu surréaliste. La semaine comme ça où l'explosion a eu lieu, il y avait un designer de mode à Paris qui lançait une nouvelle idée de maillot 2 pièces pour les femmes. Puis il s'est dit, ah, bikini, c'est un beau nom. Fait qu'il a appelé ça le bikini. Puis ça vient de l'atoll de Bikini. Donc, c'était à la même époque là, que c'est apparu. Et là, ça a été la course. Là, ça a été la course aux armements des différents pays. Les États-Unis étaient les seuls à avoir la bombe. Mais 4 ans plus tard, l'Union soviétique avait construit une bombe un peu semblable. Le Royaume-Uni aussi. Mais eux avaient des plans des Américains. Et puis, éventuellement, ben, vous voyez, c'est à peu près toujours dans les milliers de tonnes, kilotonnes en termes d'explosifs, l'équivalent de quelques dizaines de milliers de tonnes de dynamite. Puis là, c'est quoi ce méga million? C'est 1000 fois plus. Là, on est rendu dans des bombes qui sont 1000 fois plus impressionnantes que les bombes avant. Qu'est-ce qui arrive à partir de 52? C'est que là, il y a des physiciens qui ont eu une idée spectaculairement diabolique de faire une bombe à plusieurs niveaux. Vous mettez une bombe nucléaire à l'intérieur d'un réservoir, puis vous mettez à côté un réservoir rempli d'hydrogène. Quand la bombe nucléaire explose, ça chauffe rapidement l'hydrogène à plusieurs millions de degrés. Puis à plusieurs millions de degrés, ça fait comme au centre du Soleil, l'hydrogène rentre en fusion, se transforme en hélium. Et ça libère encore plus d'énergie. Puis beaucoup plus parce que l'hydrogène en hélium, ça convertit 0,7 % de la masse en énergie. Tandis que l'uranium, en d'autres fragments, c'est moins que 0,1 %. Donc, il y a vraiment un effet déjà plus important d'énergie libérée par réaction. En plus, les atomes sont plus légers, donc il y a encore plus de réactions dans la même masse. Et en plus, on peut mettre une masse plus grande que le plutonium. En fait, c'est pas juste une bombe à 2 niveaux, c'est une bombe à 3 niveaux. Parce qu'une fois que l'hydrogène se met à fusionner dans le cœur ici, dans la boîte, le tour de la boîte est fait d'uranium. Et ça émet des neutrons, cette réaction-là de fusion, une partie de la réaction qui est une émission de neutrons. Ces neutrons-là vont aller fissionner l'uranium autour et ça va créer une nouvelle bombe à fission. Donc, ça fait fission induit de la fusion qui réinduit de la fission. Et on se retrouve comme ça à multiplier par 1000 la puissance d'une bombe nucléaire. Et vous n'avez peut-être pas remarqué ici, mais si on fait un zoom ici sur Enewetak, on se rend compte qu'il y a vraiment des cicatrices laissées par des explosions de bombes, des cratères. Bon, ici, c'est difficile de voir l'échelle parce qu'on ne sait pas trop, c'est-tu des grosses îles ou des petites îles, ça? Mais ce cratère-là a 1,4 km de diamètre. C'est vraiment impressionnant. Il a été créé par l'explosion Ivy Mike, une explosion qui était 10 mégatonnes, donc à peu près 1000 fois Hiroshima. Et ils ont mis la bombe sur l'île de Eugélab. Et vous voyez après, plus d'Eugélab. En fait, ils ont mis ensuite une autre bombe sur l'autre île, puis ils ont disparu. Ils ont réussi à pulvériser 3 îles ici. Il reste juste celle-là et celle-là aujourd'hui. Et vous avez vu de même, ça a l'air, bon, écoute, oui, OK, c'est impressionnant, mais c'est quand on compare à une ville. Là, voici le cratère de Ivy Mike, puis voici le centre-ville de Montréal à la même échelle. Si la bombe Ivy Mike explosait au centre-ville, au-dessus du centre Eaton, ça ferait le cratère, juste le trou dans le sol, irait de la place Bonaventure jusqu'à l'Université McGill, puis irait de la place des Arts jusqu'au Musée des Beaux-Arts. Ça, c'est juste le trou. Ensuite, il y a la boule de feu qui pulvérise tout. Ensuite, il y a l'onde de choc. Puis ensuite, il y a juste la lumière super intense du choc qui pulvérise, qui tue les gens à distance. Et les Américains ont lancé enfin une bombe encore plus puissante quelques années plus tard de 15 mégatonnes au lieu de 10. Le record, c'est 50 mégatonnes. C'est les Russes. Le Tsar Bomba, qui a été lancé à peu près à la même époque, était 50 mégatonnes. Il l'a lancé dans le nord de la Sibérie. Là. Si la bombe d'Hiroshima explosait au-dessus de Montréal, au cégep, ben, on n'aurait presque rien, peut-être les vitres brisées. Donc, si on était en arrière des vitres pour regarder l'explosion, ben, on sauverait des morceaux de vitres. Donc, on pourrait se blesser comme ça. La radiation ne s'en rendrait pas très loin,
Mais si la bombe Castle Bravo, qui est vraiment 1000 fois Hiroshima explosée au centre-ville de Montréal, la zone complètement pulvérisée instantanément serait en vert, comme ça. En rouge, il n'y a pas un building qui tient. En gris, les buildings sont sérieusement détruits. Là. Le cégep tiendrait à moitié, peut-être. Et le rond jaune, n'importe qui dans cette zone-là, n'importe qui entre Blainville et puis Repentigny, Saint-Jean-sur-Richelieu, n'importe qui est dehors, puis que le flash de l'explosion il est dans son champ de vision, la lumière de l'explosion lui donne des brûlures au 3e degré, puis c'est mortel. Donc, ça tuerait instantanément peut-être plus que 2 millions de personnes, une seule bombe, si ça explosait. Et en ce moment, il y a des centaines de bombes comme ça, en fait plusieurs milliers de bombes de ce type-là, dans l'arsenal des Russes, puis dans l'arsenal des Américains. Elles n'ont jamais été utilisées, mais elles sont là, on les a, puis quand elles deviennent désuètes, on en construit des nouvelles. C'est encore un problème. On a moins peur de ça qu'à l'époque de la guerre froide. Moi, quand j'ai grandi, les tests continuaient à avoir lieu. Là. En fait, c'est ça, c'est qu'il s'est mis à avoir les États-Unis en bleu, mais ensuite l'Union soviétique en rouge, puis les autres pays se sont mis à faire des tests, les Français en particulier, plein de tests, pour montrer qu'eux aussi étaient dans la course nucléaire. Donc, moi, quand j'ai grandi, je suis né en 1964, là, mais quand j'ai grandi, à chaque année, il y avait des explosions de bombes nucléaires. Il y avait des images dans les journaux. Et puis, ça donnait un feeling un peu morbide. Là. On a appris à vivre avec cette image-là, l'image du champignon nucléaire. Et ça a contribué donc à l'ambiance de la guerre froide. Vous voyez, après l'effondrement de l'Union soviétique, on a commencé à avoir des traités internationaux pour empêcher ça. Aujourd'hui, à part la Corée du Nord, ça s'est calmé. On n'a presque plus de tests de bombes nucléaires, mais ça a vraiment été une époque, je vais vous montrer là, certains essais là, assez particuliers. Par exemple, dans le désert du Nevada, ils ont fait plein de tests nucléaires, les Américains. Il y a même un cratère qu'on peut visiter. Là, on ne peut pas le visiter directement, il faut réserver à l'avance, puis on fait un tour en autobus avec des gens de l'armée qui nous montrent le cratère. C'est au nord de Las Vegas, comme ça. Donc, cette plaine-là, la plaine de Yucca, ils l'ont transformée en gruyère là, ou en surface lunaire. Vous voyez, ça, c'est le cratère que je vous montrais tantôt, mais tous les cratères ici, ils ont fait plus que 700 tests. La plupart des bombes souterraines. Ça fait comme ça des cicatrices horribles dans le sol. Et puis, les Russes ont fait pareil en Sibérie. Puis les Français sur des îles du Pacifique. Donc, on a eu énormément, on a eu plus que 1000 tests de bombes nucléaires après la guerre. Mais ils n'ont jamais servi dans aucune situation réelle concrète, sauf faire des tests puis juste montrer à l'ennemi qu'on a la bombe nucléaire.